Christian Sénéchal, directeur général Les Arts et la Ville, mais qui a fait beaucoup plus. Et pour ceux qui se joignent à nous, je le répète, mais nos conférenciers ont tellement des parcours impressionnants, inspirants. Allez lire leur résumé. Je vous fais grâce là, de le lire devant vous parce que ce qui est le plus important, c'est de les entendre. Alors, directeur général d'un organisme qui s'appelle Les Arts et la Ville, mais Christian a aussi travaillé, entre autres, pour les grands ballets canadiens, où il avait dirigé... Hein, c'est vrai que je l'avais travaillé, mais où il a travaillé quand même pendant près de 10 ans avec toute une équipe sur la prévention, je pense, hein, pour les grands ballets de Montréal. Donc, de toute façon, je vous cède la parole, Christian, et vous m'excuserez, 30 secondes, je vais aller chercher mes choses. Merci. Accueillez-le, s'il vous plaît. Bien, bonjour tout le monde. Premièrement, merci à l'association Thomas de m'avoir invité. Ah oui, c'est ça, j'ai le clic là, parfait, super. Ben, c'est ça, effectivement, on m'a demandé aujourd'hui de venir vous parler. Le clic, je le fais à la régie. Oh, yeah! OK, là, ça va trop vite. Justement, sur la culture pour des communautés en santé dans une perspective de partenariat improbable. Vous allez me dire pourquoi partenariat improbable, ça fait tellement de sens qu'il y a de la culture. Et quand j'entends culture en passant, c'est au sens large. Hein. Ce n'est pas que les arts savants, mais c'est vraiment, oui, les arts savants, mais c'est ce qui nous identifie, c'est notre identité, c'est la pratique, loisirs culturels et tout ça, c'est les cours, c'est vraiment très, 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 très large. La culture québécoise aussi, la culture des nouveaux arrivants, voilà, je la mets dans un sens large. Mais c'est ça, justement, ça il me semble, ça fait du sens, la santé et la culture. Avec les arts et tout ça, mais le problème, c'est que non. Souvent, ce sont des partenariats improbables. C'est un peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai le goût de vous dire que c'est en fonction de mon expérience des dernières années, des 15 dernières années, comme disait Mme Laurando. Petite note rapide sur ce qu'on fait, les arts et la ville. Très simplement, c'est qu'on accompagne et on soutient les municipalités dans le développement de leur communauté par la culture. Là, il y a la mission globale où on dit qu'on outille pour utiliser le plein potentiel de la culture pour développer durablement les milieux de vie et renforcer le tissu social. Très longtemps, les arts et la ville ont été vus comme une organisation qui faisait du développement culturel sur le territoire. C'est, je ne dirais pas le contraire, mais on le prend de l'autre bout de la lorgnette. Comment la culture devient un moteur de développement social et de développement durable pour avoir des communautés qui sont saines et en santé. C'est ça, je disais 15 ans de réflexion parce que, bon, ça a commencé effectivement il y a une quinzaine d'années. Madame Laurando, vous l'avez mentionné. J'ai été au Grand Ballet canadien de Montréal. J'ai un parcours assez hétéroclite. J'ai d'abord été formé comme metteur en scène. Fait qu'en tant qu'artiste, je n'ai jamais été capable de me brancher avant d'avoir presque 40 ans, avant de me former en gestion des arts. Mais c'est ça, j'ai fondé une organisation qui s'appelle le Centre national de danse-thérapie qui était au sein des Grands Ballets. C'est là que j'ai rencontré Thomas d'ailleurs, alors que Thomas était au Musée des Beaux-Arts. On était collègues sur des activités au niveau de l'utilisation à cette époque-là, moi, c'était la danse pour le mieux-être de la société en général. Ça a démarré de façon très clinique, c'est-à-dire que le but était de développer la formation et la pratique de la danse-thérapie au Québec. Danse-thérapie est un art-thérapie. C'est un mélange entre la danse et la psychologie. C'est comment on marie ça ensemble et qu'on fait vraiment de l'intervention clinique en institution. Mes 8 ans au Grand Ballet, c'est 70 partenariats avec des institutions de santé, des écoles, en milieu carcéral, avec des organisations culturelles communautaires. C'est 60 projets de danse-thérapie et de danse adaptée. C'est 12 projets de recherche interdisciplinaire basés sur la méthodologie mixte. Un groupe d'intérêt scientifique avec 30 chercheurs de 12 disciplines différentes et une offre en formation de danse adaptée. Je mentionne ça parce que vous allez voir comment ma réflexion s'est élargie avec le temps, mais quand on parle d'improbable, il y a des chercheurs dans la salle. Déjà, parler de méthodologie mixte, ça inquiète un peu. La première rencontre que j'ai faite avec mon groupe d'intérêt scientifique, j'avais mon chercheur en neuropsychologie pure et dure qui a regardé ma chercheure en danse, en qualitatif pur et dur, qui lui a dit, et c'est cité en commençant la réunion, vous savez, moi, le qualitatif, je ne suis pas sûr. J'ai l'impression qu'on fait juste interpréter. Et cette dame-là, très brillante, lui a répondu, amenez-moi n'importe quelle statistique et je vais leur faire dire ce que je veux. Fait que ça a été un petit peu le début des discussions. Fait que quand je dis improbable, c'est ça. C'est un exemple.
Improbable aussi parce que je vous attire sur Sainte-Justine. C'est un des premiers projets qu'on a développé. Et tous les projets, je reste dans l'improbable aussi, tous les projets qu'on a fait en danse-thérapie, on intégrait le danse-thérapeute, qui est un professionnel non reconnu au Québec, dans les équipes de soins au même titre que les professionnels. C'est-à-dire, moi, quand je parlais avec un chef de division, par exemple à Sainte-Justine, je disais, vous allez accueillir une danse-thérapeute qui n'a pas de reconnaissance professionnelle au Québec, au Canada, puis elle va travailler avec votre psychologue au même niveau, puis ils vont développer ensemble le projet. Et l'unité dans laquelle on travaillait, c'était avec les troubles alimentaires. Fait que pensez Grand Ballet Canadien de Montréal, les troubles alimentaires, comment ça va bien ensemble. Un autre projet que j'ai beaucoup aimé, c'est l'Institut Philippe Pinel. Des danses-thérapeutes intervenaient auprès de femmes sentencées à vie. Donc, c'est des sentences lourdes. On parle de matricide, bon, le meurtre et tout ça, là. Et pour ceux qui ne savent pas, Pinel est un centre carcéral où les gens sont envoyés quand ils ont des situations de santé mentale trop lourdes pour être en milieu carcéral régulier. Fait que vous voyez un petit peu, et là, on travaille avec l'équipe de psychiatrie. Cependant, la réflexion au cours des années a avancé en disant c'est beau le clinique, là, mais peut-être que la danse peut avoir un effet à tous les jours. Est-ce que des jeunes autistes, par exemple, n'auraient pas le droit d'avoir des cours de danse adaptés? Est-ce que je ne peux pas faire des cours de danse adaptés, par exemple, pour des gens en chaise roulante? Fait que tranquillement, on a commencé à regarder, voir les besoins. Puis, je parle de réflexion par rapport à qui a avancé dans un sens où c'est facile de voir l'art. C'est facile. On peut voir et la culture comme un soutien justement au développement de la santé mentale des individus, tout ça, mais au quotidien, est-ce que la santé ne peut pas avoir un impact au jour le jour, la santé, la culture peut avoir un impact au jour le jour sur nous? Quel est l'impact de la pratique artistique, de la pratique culturelle? Quel est l'impact d'avoir une identité forte et par rapport à qui on est, dans quel groupe on se situe, tout ça? Et c'est là que j'ai fait mon passage, je regarde le temps, ça va. C'est pour ça que j'ai fait mon passage aux Arts et la Ville. Quand j'ai quitté les Grands Ballets canadiens, vous allez me faire, il est où le lien entre une institution culturelle comme les Grands Ballets, les gros projets cliniques, et ensuite les Arts et la Ville? Bien, c'est la vie qui m'a amené là. Je vous rappelle la mission, c'est développer le plein potentiel de la culture pour développer durablement les milieux de vie et renforcer le tissu social. C'est sûr que dans cette idée-là, c'est de voir où moi je pouvais aller plus loin dans cette démarche-là, de voir l'impact que la culture pouvait avoir dans la société. Y a-t-il des bénéfices au jour le jour? Et j'ai beaucoup aimé une remarque, c'était la responsable de la danse au Conseil des arts du Canada quand on a lancé le centre de danse-thérapie. Elle m'a dit, je trouve ça extraordinaire ce que vous faites parce que vous ramenez les arts et la culture dans le salon des gens. Il y a 70 ans, on a formé ce qu'on appelle les conseils des arts, qui étaient absolument nécessaires pour professionnaliser l'artiste ou pour que ces gens-là aient des conditions. Mais à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti l'art de la vie des gens. Je ne donnerai pas mon âge, là, mais je suis une génération où ça chantait, ça dansait beaucoup. Et avant moi, dans la société, là, je parle du Québec, mais c'est vrai dans plein de sociétés, les arts étaient dans la vie de tous les jours. Tout le monde avait une pratique artistique. Souvent, l'exemple que je donne par rapport à la danse, là, il n'y a pas si longtemps que ça, reculé à peu près 100 ans en arrière, il y avait de la danse au mariage, il y avait de la danse au baptême, il y avait de la danse aux funérailles. Moi, j'ai des grandes tantes qui m'ont raconté des anecdotes où le décès de leur grand-père, le cercueil était debout dans le coin du salon pour qu'ils voient les gens danser, puis les gens dansaient autour d'eux. La formation des conseils des arts, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti l'art, puis on l'a professionnalisé, ce qui fait que maintenant, quand vous allez faire de la pratique artistique, vous allez aller voir de la danse, vous allez aller voir du théâtre, vous allez aller visiter une exposition, mais on ne pratique plus d'art au quotidien. Ça, c'est un peu la réflexion qui m'a amené. C'est un petit peu ça aussi qui m'a amené aux Arts et la Ville. Il y a des projets que vous connaissez peut-être là-dedans. Moi, par rapport à l'utilisation des arts pour une société saine, il y a un avant et un après pandémie. Oui, on va encore parler de la COVID, je suis désolé. On a beaucoup parlé dans le passé de médiation culturelle. Un exemple clair, Vaudreuil-Dorion. Oui, parfait. Un exemple clair, Vaudreuil-Dorion. Il y a énormément sur le territoire, grâce à un homme extraordinaire qui s'appelle Michel Vallée, pour ceux qui le connaissent, où il a développé une pratique de médiation culturelle partout sur ton territoire. Et médiation culturelle, c'est autant de la formation artistique dans les écoles que de la médiation culturelle d'intervention.
ça a tellement bien fonctionné sur le territoire, c'est qu'aujourd'hui, tous les projets de médiation culturelle à Vaudreuil-Dorion, s'ils ne sont pas financés par la municipalité, sont soutenus d'une manière ou d'une autre. Il y a une photo qui est là, qui est absolument extraordinaire. Ça, c'est un projet qui a été fait pour aider les nouveaux arrivants à se rencontrer. Et c'est là la beauté du pont de la culture. C'est une céramiste qui s'est dit, je vais montrer aux gens à faire de la céramique. Et d'entrée de jeu, c'est on va inviter les gens, les natifs de Vaudreuil-Dorion et les nouveaux arrivants. Puis on va leur apprendre à faire de la céramique ensemble. Ils ont aimé faire de la céramique, mais ce qu'ils ont aimé, c'est jaser. Tu viens d'où? Tu fais quoi? C'est quoi ta famille? Et ainsi de suite. Et le but de l'exposition, c'est toutes les œuvres que les gens ont faites et ils en ont fait une mosaïque sur le mur. Fait que c'est vraiment le pont, le lien qui a fait que ces gens-là se sont développés. C'est une communauté qui se parle, c'est une communauté qui grandit. La même artiste, si je veux un spectre un peu plus clinique, travaille au 6 de Vaudreuil dans le département de périnatalité. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait de la sculpture avec des parents qui souffrent d'un deuil périnatal pour leur apprendre à travailler la matière et à parler. Fait que vous voyez, ça, c'est un exemple concret. Mais ça, on était avant la pandémie, c'était comme anecdotique. Il était arrivé un jour la pandémie. Les gens avaient besoin de sortir de la maison. Ils étaient encabanés. Mon collègue de l'Orchestre symphonique de Longueuil, Alexandre Dacosta, a eu une idée absolument extraordinaire de faire ce qu'il appelle les balcons symphoniques, dont vous avez peut-être entendu parler, où Alexandre partait avec son Stradivarius puis il jouait en bas des balcons, juste pour le plaisir de sortir les gens de la torpeur qui était. Puis ce qui est le fun avec ces projets-là, c'est qu'il y a toujours des effets collatéraux qu'on n'attend pas. Parfait. Repentigny. Repentigny avait un très gros problème, c'est que ces artistes ne travaillaient plus pendant la pandémie. Et là, Repentigny voyait ces artistes qui crevaient de faim ou qui n'avaient plus de travail. Et il voyait les gens encore là qui étaient seuls chez eux, qui étaient isolés. Puis là, à un moment donné, il s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a un monsieur qui reste à Repentigny, qui a déjà fait des robes pour une chanteuse pas beaucoup connue qui s'appelle Céline Dion. Et il y a dans ses armoires et dans ses coffres un paquet de bouts de tissu et tout ça. Et la ville de Repentigny se dit, est-ce qu'on ne peut pas amener l'art à la porte des gens? C'est devenu un projet qui s'est appelé l'art de porte en porte. Et ce que ce monsieur-là a fait, c'est qu'il s'est mis à couper tous ces bouts de tissu, puis tous ces canevas de robes, puis tout ça, et on allait porter chez les citoyens ces bouts de tissu-là. Et comment ça s'est fait? C'est que la ville de Repentigny a formé une brigade d'artistes. Ils couplaient des artistes qui ne se connaissaient pas, et les artistes avaient le mandat d'aller cogner à la porte et de faire une prestation artistique spontanée. Fait, il y a eu l'effet escompté, les gens ont travaillé, ça donnait du travail aux artistes, puis ça a un peu brisé l'isolement aussi des gens, mais quand je parle d'effets collatéraux, c'est que les gens qui étaient de Repentigny, dans une ville dortoir, se sont dit du jour au lendemain, « Hey, wow, la municipalité a fait ça pour moi, je suis fier de venir de Repentigny. » Et l'autre côté, il y a les artistes, ville dortoir, qui ne travaillaient pas à Repentigny, eux travaillent à Montréal. Ils viennent dormir à la maison le soir et ne voient pas l'intérêt de travailler pour la salle Pauline-Julien, par exemple. Mais là, du jour au lendemain, ils se sont vus que ce petit geste-là, d'un, ce n'est pas qu'une prestation artistique que je peux faire. Ce petit one-on-one-là est bon, c'est intéressant. Je fais un changement et en plus, je fais un changement chez moi. Et l'autre affaire, c'est de dire, waouh, je viens de Repentigny, je suis tellement fier d'être de Repentigny. Ça a l'air simple, mais là aussi, il y a des silos comme ailleurs. C'est pour ça que je parlais de partenariat improbable. C'est que on peut. Premier facteur clé de succès quand on fait un projet comme ça, quand je parle de rencontres improbables, c'est qu'il faut que ces projets-là soient faits. Puis là, c'est pour ça que je m'adresse à vous. Il faut que ces projets-là soient faits dès le départ d'un commun accord. Avec Thomas, on est sur un groupe qui s'appelle le Comité de rapprochement national Art, Culture et Santé, qui a fait une cartographie en estrie de tous les projets qui avaient en médiation culturelle, vraiment avec un lien avec la santé. Et ce qu'ils ont démontré, c'est que les projets fonctionnent, mais les projets qui fonctionnent le mieux, c'est quand l'artiste et le milieu de la santé travaillent ensemble dès le départ sur un projet. Parce que sinon, tu as un artiste qui débarque pour jouer de la musique dans un CHSLD, c'est cute, c'est le fun, ça aide, mais ça demeure ça. Ou c'est l'institution de santé qui dit à un artiste, viens, tu vas faire ça. Alors que quand on pense dès le départ à un projet intégré, avec le professionnel de santé, avec les artistes et d'autres intervenants, c'est là que ces projets-là sont périns, ils se développent et qu'il y a des effets collatéraux. Mais comment on fait ça? Bien, premièrement, il faut collaborer dès l'idéation. Il faut enlever le syndrome d'imposteur. Quand on fait des projets de même, s'il y avait un danseur, un psychologue puis un chercheur, le danseur se présenterait comme « je ne suis pas un professionnel de la santé ». Le psychologue se présentait comme « je ne suis pas un artiste ». Puis le chercheur dirait « moi, je ne suis pas sur le terrain ».
sais, juste dire, on peut-tu juste qui on est? Et c'est pour ça que c'est super important après ça de nommer dès le départ ce qui nous oppose. Je suis un artiste, je ne suis pas un chercheur professionnel. Je le dis, c'est ça qui nous sépare. Là. Tu ne comprendras probablement pas ce que je fais. Puis moi, je ne comprendrai pas ton... Mais on peut-tu clarifier ça dès le départ? Là? Souvent, je donne l'exemple des Français. Parfait. Souvent, je donne l'exemple des Français. On s'en va travailler en France. Oui, Thomas. Ben, Thomas, tu la connais, celle-là. On s'en va travailler en France et on ne comprend pas pourquoi ça accroche pas. Il y a comme de quoi qui... Et moi, j'ai trouvé le truc. C'est dès le départ, première rencontre, je dis à mon collègue ou à ma collègue en face de moi, là, tu es français, je suis québécois. Tu viens d'un système d'éducation thèse-antithèse. Toi, tu as été cadré toute ta vie à amener un argument, pas à attendre qu'on te contre-argumente. Moi, j'ai une formation judéo-chrétienne. C'est absolument impoli de contredire mon interlocuteur. Fait que si on ne se dit pas ça, là, dans 10 minutes, tu vas penser que je n'ai pas de contenu, puis moi, je vais te trouver tellement chiant, tu n'as pas idée. Et là, tout le monde part à rire, exactement comme ça. Maintenant qu'on a dit ça, OK, c'est correct, on a vu les contraires, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et c'est là qu'on regarde c'est quoi le but commun et on focalise sur les complémentarités. Votre crayon. Et c'est là que la mayonnaise prend et c'est là que ça commence à travailler. Là, vous allez me dire, oui, c'est vrai au niveau santé, éducation, puis tout ça, mais au niveau municipalité, c'est super important aussi, puis c'est pour ça que je vous interpelle, c'est que dans les municipalités, puis Isabelle en a parlé un petit peu ce matin, il y a des politiques publiques. Et si on travaille en silo dans les arts et qu'on travaille en silo dans le domaine de la santé, ça travaille aussi énormément en silo au niveau des municipalités. Peut-être même là plus qu'ailleurs, mais ça, en tout cas, ça serait une autre présentation que je pourrais faire. Mais on a tendance dans nos... Puis là, je sais qu'il y a des gens de la santé publique ici aussi. J'ai mangé avec des gens super sympathiques ce midi. Mais on a tendance à faire des politiques publiques pour un sujet X. Alors que quand on parle à une société saine, si je fais une politique familiale, je devrais avoir quelque chose qui est en lien avec ma politique culturelle. Je devrais avoir quelque chose qui est en lien avec ma politique de santé publique. Je devrais avoir quelque chose qui est en lien avec ma politique de l'urbanisme. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Fait que c'est ça là-dedans, dans ce travail ensemble, admettre ça puis le faire ensemble, puis arrêter aussi de vouloir tirer la couverte chacun de notre côté. Ça a l'air d'être vérité de la palisse, ce que je dis là, mais il faut vraiment prendre conscience, on va être capable d'avoir des partenaires ensemble, puis voir comment est-ce que chacun de notre expertise, on est capable d'aller plus loin. Je vais clore avec ça. Mon Dieu que je suis bon. J'aimerais que vous preniez 15-20 secondes, là, à regarder autour de vous. Dans la salle, là, dévisagez personne. Mais regardez autour de vous, là, les gens que vous connaissez un peu ou beaucoup, avec qui vous pensez là, que c'est absolument impossible de faire un partenariat avec. C'est carrément illusoire, puis ça ne fait pas de sens de faire un partenariat avec cette personne-là. Bien, une fois que vous avez regardé, là, deuxième étape, là, dites-vous que c'est probablement votre meilleur allié en ce moment, avec qui vous allez faire le projet le plus innovant. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Wow, 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 wow. Mon Dieu Seigneur. Formidable. Formidable, inspirant, extraordinaire. Merci tellement, Christian Sénéchal. Je ne vais plus jamais oublier votre nom de famille. Oh mon Dieu, c'est inspirant. Moi, j'ai dit que je voulais aller en Gaspésie puis qu'on pourrait peut-être faire quelque chose avec Marie-Claude. La prochaine conférence de Valérie Védrine. Valérie Védrine, elle est fondatrice et présidente du conseil d'administration de Masse Critique. Masse Critique, je ne connaissais pas ça, c'est un OSBL super intéressant. Elle nous en dira plus et vous allez comprendre pourquoi. Valérie va nous parler de greenwashing, healthwashing, la transformation nécessaire du milieu des communications au service de la santé de la population. Hier, dans la grande conversation autour de la table, ici, on en a parlé avec Régent Hébert de l'importance des mots, le choix des mots. Est-ce que nos messages ne pourraient pas être dits différemment? Mais Valérie, on a hâte de vous entendre. Merci. Je vous libère tout ça. Bonjour tout le monde, est là? Ah, parfait. Excellent. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Et peut-être avant de présenter et de commencer ma présentation, je vais vous demander de prendre 1 minute pour fermer les yeux. Et je vous demande de vous rappeler le dernier moment où vous avez été profondément heureux, bien. Rappelez-vous comment vous vous sentiez, avec qui vous étiez.
où est-ce que vous étiez? Encore une fois, comment vous vous sentiez dans ce moment vraiment de bonheur? Parfait. Alors, je vous demande de réouvrir les yeux. Et à main levée, s'il vous plaît, dites-moi qui parmi vous était dans un supermarché? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient dans un centre d'achat? Est-ce que certains étaient dans la nature? Est-ce que certains étaient en train de scroller sur les médias sociaux? Est-ce que vous étiez avec des gens que vous aimiez? C'est bien. Fait que ce qu'on voit, c'est que la notion d'une belle vie, d'une vie heureuse, passe pas par la consommation effrénée comme on la connaît aujourd'hui, évidemment, passe par une consommation plus responsable, plus durable. Et comment est-ce que l'industrie créative, l'industrie qui crée les imaginaires collectifs d'aujourd'hui, peut participer à changer ce comportement-là pour que les citoyens, pour que nous tous, on adopte des modes de vie plus responsables et plus durables? J'écoutais comment est-ce que les arts peuvent contribuer à créer cet imaginaire collectif. Mais c'est évident que la publicité que vous voyez tous les jours, c'est vrai aussi pour l'industrie du cinéma, c'est vrai, on parle, nous, gens de marketing, aux consommateurs, on appelle, mais je dirais plus aux humains, aux citoyens à qui on parle, des centaines de fois par jour. Comment est-ce qu'on peut traduire ce message-là par quelque chose qui est porteur, qui est positif et qui va nous permettre de faire une transition vers une consommation plus durable, plus responsable? Alors, écoutez, mon nom est Valérie Védrine. Moi, j'ai créé, comme on disait à l'introduction, Masse Critique, qui est un organisme à but non lucratif qui œuvre à réduire l'impact social et environnemental de l'industrie de la publicité. Je donne de leçons à personne parce que je suis un pur produit de l'industrie du marketing. J'ai fait au cours des 20 dernières années, j'étais vice-présidente marketing et commerce électronique dans les produits de consommation, beaucoup dans le commerce de détail, dans la mode. Oui, j'ai travaillé sur la diversité et l'inclusion, mais à un moment donné, je sentais une grande dissonance cognitive en me disant comment est-ce que je peux avoir mes valeurs personnelles, faire attention à ce que j'achète, à ce que je fais tous les jours et lundi matin, faire une campagne de Black Friday. Comment est-ce que je peux vivre avec cette dissonance cognitive tous les jours? Donc, j'ai lancé Masse Critique. La première chose qu'on a fait, c'est lancer un sondage, dans le fond, à l'industrie, puis en disant, est-ce que je suis la seule hippie dans cette industrie-là à me dire qu'il y a un problème? En fait, on a posé la question et plus de 91% des membres de l'industrie des communications considèrent que notre métier a contribué à la dégradation de l'environnement et à la distinction sociale. Fait que ça, c'est un problème. On travaille dans une industrie qui elle-même sent qu'il y a un vrai problème. Je dois dire que quand on a créé Masse Critique, très rapidement, j'ai eu beaucoup de gens de l'industrie, que ce soit des agences, parce qu'on veut parler aux agences de pub, mais aussi au département marketing, on veut parler aux institutions, on veut parler à tous les gens qui sont dans la communication pour voir comment est-ce qu'on peut transformer nos façons de faire. Donc, très rapidement, évidemment, la première étape pour faire ça, c'est mesurer notre impact. Parce que là, on se dit, bon, mais c'est très bien, oui, effectivement, il y a un problème, mais à quelle ampleur est-ce qu'il y a un problème? Donc, on a commencé à mesurer. La première étape, c'est évidemment mesurer notre industrie. Notre industrie en termes d'impact environnemental, on parle des bâtiments, c'est assez peu finalement, c'est l'équivalent, je dirais, d'une école maternelle à peu près. Notre impact tous les jours, on est 55 000 personnes au Québec qui travaillent dans l'industrie, c'est 3 milliards de dollars par année de publicité. Dans le monde, c'est l'équivalent du PIB du Pays-Bas, c'est plus de 950 milliards de dollars qui est dépensé en publicité, donc c'est assez colossal. Mais je dirais que sur un scope limité à vraiment nos bâtiments, nos employés, finalement, notre empreinte est assez faible parce qu'on est une industrie de services. Mais c'est là l'erreur, c'est que souvent, quand on parle d'impact social, d'impact environnemental, on pense aux industries. On parle très peu souvent des industries de services. Mais là où on commence à avoir un impact un peu plus grand, c'est évidemment dans nos campagnes publicitaires. Donc, dans ce qu'on fait tous les jours, dans nos actions quotidiennes. Et quand je parle de ça, bien, rapidement, une campagne publicitaire, c'est quoi? C'est la production, c'est les médias sur lesquels on diffuse nos campagnes publicitaires, puis c'est la fin de vie de nos contenus. Juste donner quelques chiffres. Évidemment, on comprend maintenant que le numérique, la dématérialisation du numérique, le cloud,
c'est une belle invention marketing. Hein? Le numérique, c'est excessivement matériel. Le numérique, ce sont des data centers, ce sont des câbles. C'est une réalité excessivement tangible et qui représente autant, et ça, je pense que c'est important de se le rappeler, autant que l'industrie de l'aviation dans les 5 prochaines années. C'est une industrie qui a beaucoup d'impact environnemental. Évidemment, dans toutes nos campagnes publicitaires, l'impact social est aussi immense parce qu'on est des acteurs de la surconsommation. On est aussi un rouage important pour démontrer qu'est-ce qu'une belle vie, quelles sont les normes sociales, l'identité sociale à laquelle on participe. Ça, les campagnes publicitaires, jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas mesuré. Je suis heureuse de vous dire qu'avec Masscritique, on est en train de bêta-tester actuellement un calculateur de GES des campagnes publicitaires pour être capable de regarder une campagne, une production publicitaire. Puis, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de l'industrie dans l'audience, mais vous savez, moi, je faisais partie de l'industrie de la mode. Puis, la mode de l'été, on la shoot en plein hiver. Évidemment, on ne la fait pas au Québec. Alors, on part à 25 au Mexique, faire des photoshoots. Ça, c'est très mauvais aussi en termes d'impact environnemental. Évidemment, on contribue avec les différents médias que l'on utilise et toutes les technologies auxquelles on a accès aujourd'hui à pousser la consommation du vêtement et d'autres produits qui sont nocifs pour la santé. Donc maintenant, cette portion-là, on va être capable de la mesurer. Quelle est la portion de l'iceberg que ça représente? Je dirais 20%. Parce que la plus grosse portion de notre impact, il est là, évidemment. Nous sommes un rouage important de la surconsommation. Alors, on s'est dit, comment on mesure ça? Il existe une mesure qui a été créée au UK parce que je dirais que l'industrie du marketing dans le monde est en train de se réveiller. On est encore à ses balbutiements. Je suis heureuse de vous dire qu'au Québec, on est au-devant de la parade à ce niveau-là. Mais ça, c'est une mesure qui s'appelle les Advertised Emissions. Donc, c'est pour montrer quel est l'impact de la surconsommation générée par le marketing. Donc, la façon dont on le mesure, ce sont les dépenses de publicité par secteur au Québec. Pourquoi par secteur, c'est important? Mais parce que plus de 50% de la publicité est faite dans quoi? Dans l'automobile et l'alimentation. Hein? Ce sont les industries qui ont les moyens, ce sont les industries que l'on pousse, ce sont aussi les industries qui ont le plus d'impact au niveau des GES. Après ça, on regarde le retour sur investissement de la publicité. Donc, quand je mets $1 de publicité, combien est-ce que ça me génère de surconsommation? Parce qu'on est rendu vraiment bon en marketing là-dessus, malheureusement. Et heureusement, on comprend de plus en plus comment agir avec le consommateur pour avoir le plus d'impact. Et ça, par les gaz à effet de serre émis par les ménages. Et là, on regarde par secteur et de la production d'un produit jusqu'à la consommation. Ça nous a donné l'ampleur de notre impact au niveau de la surconsommation. Et le résultat fait peur, évidemment. On représente au Québec 6,2 millions de tonnes d'équivalent CO2. Ça, c'est plus ou moins parlant. C'est difficile, des fois, de mettre en perspective. Ça représente 22% des GES émis par les ménages québécois hors dépenses de logement. Presque un quart. Créé par la surconsommation. Et là, je ne parle pas, évidemment, de non seulement c'est de la surconsommation, mais qu'est-ce qu'on consomme, hein? Donc, évidemment, il est temps que l'industrie du marketing et de la communication se réveille et agisse. Et la question, c'est, est-ce que le marketing doit disparaître? C'est la grande question. Mais en fait, on a envie de se dire, il faut qu'on change nos pratiques, c'est évident. Donc, avec Masscritique, ce qu'on fait, c'est qu'on éduque. Actuellement, on fait les tournées des agences de pub, des départements marketing. On a créé une plateforme sur laquelle on met beaucoup de contenu, d'informations pour les gens de marketing. Quand je veux faire un brief, je fais quoi? Quand je veux faire une campagne de production, qu'est-ce que je fais? Un photoshoot? Donc, on donne beaucoup d'informations. On mesure, comme je vous ai dit, maintenant, on va avoir un outil de calcul GES des campagnes publicitaires. Et on corrige, on essaie de les accompagner pour, évidemment, se transformer et changer. Donc, évidemment, on mitige. Du point de vue de l'industrie, mais là, je fais un appel s'il y a des gens qui sont dans des institutions, on a envie de participer à la réglementation. Un très beau podcast où j'ai eu la chance d'interroger Thomas, justement sur la question du earthwashing et du greenwashing. Il nous faut
absolument nous aider par de la réglementation. Oui, on peut s'auto-réglementer, mais c'est très important que l'on mette plus de réglementation. En Europe, on voit déjà que les tendances arrivent. On a besoin de mettre plus de réglementation, puis ça va aider à accélérer le changement de l'industrie. On va se transformer parce que quand je vous ai dit les GES, on va commencer, il va falloir commencer à se poser des questions. Est-ce que je continue comme agence de pub à travailler pour l'automobile? Est-ce que je continue? Est-ce que je commence à diminuer certaines industries, augmenter certaines industries ou supporter certaines compagnies plus vertueuses? Il faut qu'on se pose toutes ces questions-là. Se réinventer, c'est la clé. Mais évidemment, là, la question, c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Parce que là, c'est bien beau, mais c'est qu'on limite notre impact finalement. Et là, on commence à parler de marketing durable. Alors, on peut me dire que comme développement durable, comme consommation durable, évidemment, c'est une sorte d'antithèse entre les deux mots. Mais le marketing durable, dans le fond, c'est évidemment, de limiter notre impact dans ce qu'on fait, donc d'améliorer nos pratiques, mais c'est aussi de participer à changer les comportements. On le sait, dans la santé, pendant la pandémie, on a beaucoup utilisé la publicité pour changer les comportements. Ça a aidé. On a évidemment un pouvoir extraordinaire au niveau de la création, de l'innovation, pour pouvoir amener ces changements et ces transformations-là. Alors, nous, notre travail, c'est d'amener l'industrie à se poser ces questions-là et de se dire comment on peut utiliser ces super pouvoirs-là pour aider au shift, aider à amener vers de nouveaux comportements. Et donc, on utilise ce genre de grille-là, par exemple, avec lequel on fait des formations et on essaie d'accompagner les industries pour dire on peut shifter le consommateur, autant au niveau d'avoir une influence sociale positive, parce qu'on est des créateurs, évidemment, de normes sociales, d'identité sociale, créer des nouvelles habitudes. Ça, je pense qu'évidemment, pendant la pandémie, on l'a vu, mais aussi valoriser l'individu. Quand on est aligné avec ses propres valeurs et qu'on fait de la consommation responsable, on est valorisé. Aider à la formation, amener des solutions tangibles. Alors, je vais vous laisser sur une vidéo qui présente Masse Critique et vous allez voir que j'ai eu la chance, et j'ai la chance, de ne pas être une seule hippie toute seule à me dire il faut changer les choses, mais beaucoup de personnes influentes de l'industrie m'ont rejoint. Notre planète et notre société font face à leurs plus grands défis. Et nous sommes tous confrontés à la réalité troublante des carrières que nous avons choisies. Notre industrie des communications a participé à la détérioration de l'environnement et à la distinction sociale. Et si nous avons tous joué un rôle, il ne tient qu'à nous de le changer. Alors, nous, en pub, c'est particulier parce que mieux on fait notre travail, plus mal se porte la terre. On est un rouage important de la surconsommation, on est des agents de la surconsommation, et à partir de ce moment-là, on a une responsabilité qui est énorme dans l'état du monde actuel. Je pense que les communications ont perdu un peu leur rôle de conseiller, de transmetteur d'informations pour devenir vraiment une entité qui est là pour créer des besoins, donner l'illusion du bonheur et prétendre qu'ils ont la solution. Mais je crois qu'on peut influencer, je pense qu'on peut utiliser notre rôle d'expert pour faire partie des solutions, pour inciter au changement. On a un rôle à jouer à ce niveau-là, autant au niveau des intervenants d'affaires que les gens avec qui on travaille, les collaborateurs. Ils nous voient comme des personnes qui peuvent vraiment participer au changement, puis je crois qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Alors, que pouvons-nous faire? Nous croyons au pouvoir collectif, en notre potentiel créatif exponentiel, en la capacité des membres de l'industrie des communications de modéliser une nouvelle normalité, de susciter des comportements différents et d'encourager les pratiques régénératrices. Nous croyons en notre pouvoir de renverser les choses dès maintenant. En communication, en marketing et dans d'autres industries, mais en tout cas nous, on est responsable, on fait partie du système. On doit lutter, on doit se réveiller. Donc aujourd'hui, avant de communiquer, c'est important que les entreprises se transforment. Donc notre rôle dans l'industrie, c'est non seulement d'aider les entreprises à mieux communiquer, mais aussi d'aider les entreprises à se transformer et à avoir des ambitions de transformation qui sont plus grandes. Je pense que la première chose qu'on peut faire, c'est d'accepter d'avoir des conversations qui sont parfois inconfortables. D'accepter de rechallenger un peu c'est quoi nos objectifs, c'est quoi les objectifs de notre entreprise, des clients avec qui on travaille, puis se demander s'il y a une façon différente de faire les choses. Nous sommes un collectif de personnes qui, à ce moment crucial,
sommes prêtes à faire un choix personnel et professionnel. Nous vous donnons l'opportunité de vous engager dans des conversations et des actions significatives. Parce qu'il est intimement lié à nos façons de vivre, ce choix demande de la clarté, du courage et de l'engagement. Et c'est ça que nous vous offrons. Masse Critique a 3 missions importantes. La première, informer et sensibiliser notre industrie. Il faut que chacun de nous, on comprenne l'impact à notre quotidien sur la population et sur l'environnement. Deuxième, c'est de former, d'accompagner, de donner des outils. Ça, c'est clé parce que finalement, même si on sait qu'on a un impact, il faut qu'on sache comment faire pour améliorer cet impact. Troisième, créer la mesure. Créer la mesure parce qu'on ne peut pas garder les mêmes mesures pour des campagnes marketing que celles qu'on a depuis 40 ans si on veut évoluer. Il faut qu'on commence à ajouter des nouvelles choses, prendre en considération les nouveaux critères comme critères de succès. Masse Critique, c'est un rassemblement qui permet justement de collaborer et de s'assurer qu'on s'informe ensemble et qu'on puisse amener le changement ensemble. Je pense que Masse Critique peut jouer un rôle d'intégrateur très intéressant puisqu'elle est agnostique de toute industrie. Cela signifie donner plus que nous prenons. Mon premier travail, si je puis dire, ça va être de faire en sorte que vous puissiez vous engager pour qu'on soit le plus nombreux possible, pour créer cette fameuse masse critique qui va peser positivement et qui va faire en sorte, encore une fois, que demain sera beaucoup plus conscient du développement durable et de la croissance, d'une certaine forme de croissance positive. C'est the time is now. Il n'y a rien comme le moment présent. Je pense que nous avons tous eu, marketeurs et marketeuses et communicateurs, des occasions manquées par le passé de nous investir. Le moment est maintenant. Il n'y a plus à attendre. Cela signifie joindre le geste à la parole. Notre boulot, dans notre métier, c'est de créer des messages qui vont réagir et agir le monde. En ce moment, je ne sais pas s'il y a un brief plus urgent que le brief envoyé par la planète. Pour avoir du succès dans notre métier, il faut savoir oser. C'est le moment d'oser, de nous dire que c'est pas juste de compenser pour nos actions, mais bien de changer les comportements. Alors, ce que Masse Critique peut concrètement faire, c'est d'agir sur le contenant et le contenu de la publicité pour qu'on puisse assumer pleinement notre responsabilité environnementale. L'industrie doit se transformer. L'industrie doit faire les choses autrement. Il n'y aura pas de prochaine fois. Cela signifie être la masse critique qui brise l'inertie. Joignez-vous à nous. Merci. Formidable. Merci Valérie, c'est formidable. Notre prochain invité, Jean-Patrick, va apparaître sur l'écran qui se trouve à droite de la salle. Ah, il est là, Jean-Patrick, bonjour. Ça va bien, Jean-Patrick, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Formidable, oui, absolument, très bien. Jean-Patrick Toussaint, vous êtes le directeur principal du programme Climat à la Fondation familiale Trottier. Vous avez aussi plein d'autres flèches à votre arc et vous êtes ici pour nous parler du climat et de la santé. Quel rôle pour la philanthropie? Alors, vous avez 18 minutes, on vous écoute. Merci. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci de l'invitation. Merci aux organisateurs, organisatrices. Je suis vraiment navré de ne pas pouvoir être avec vous en personne. Je vous parle en direct d'Ottawa où je suis basé, donc dans les terres non cédées autochtones des Premières Nations Anishinaabe et Algonquin. Mais je suis ravi d'avoir été invité. Merci de l'invitation. Je tiens à souligner que ma collègue Caroline Lavoie est parmi vous là, dans la salle, donc j'espère que vous avez eu la chance de la rencontrer. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, avant de me lancer dans le cœur, en fait, de présenter un petit peu le sujet de ma présentation, je me suis dit que ce serait peut-être bien de faire un bref retour, un survol de la situation dans laquelle on se trouve, qui est en lien avec la discussion, puis pourquoi des partenariats tout aussi improbables qu'ils soient sont vraiment essentiels pour traiter de l'urgence climatique. On vient de l'entendre avec Valérie, là, que je me permets de tutoyer.
qui est un exemple concret. Et on sait depuis plusieurs décennies, hein, l'activité humaine a contribué à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui, de surcroît, vont créer un réchauffement planétaire. Donc, la science n'est plus à refaire là-dessus, même avant la création du fameux GIEC. On savait que c'était un effet que l'on pouvait observer. Et donc, si bien qu'on on se retrouve dans une situation de nos jours où il y a complètement un débalancement. Donc, on est vraiment dans une situation de crise. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de la question du climat, on nous parle souvent, et je vais en parler dans quelques instants, de la question de la carboneutralité d'ici 2050. Et M. Sénéchal, dans sa présentation, disait qu'il ne voulait pas dévoiler son âge, mais je m'excuse, je vais peut-être briser le bout un petit peu ici en disant que 2050, c'est tout aussi proche de nous que l'était 1996 lorsque moi j'ai commencé mes études universitaires. Donc, c'est pas si loin que ça. Je veux dire, je suis pas. Donc, ça nous remet les choses en perspective vraiment et je pense que ça remet en importance de l'avant la question de l'urgence d'agir. On va aller à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, voilà. J'ai marqué sur la diapositive, il faut choisir prudemment. J'aurais peut-être dû dire qu'il faut choisir intelligemment aussi. Donc, attardez-vous pas trop aux détails des graphiques. Je pense que ce que je cherche à illustrer ici, c'est que les experts, la GIEC, nous disent qu'il y a différentes voies que l'on peut emprunter quant à nos émissions de gaz à effet de serre de manière mondiale. Et selon les décisions que l'on va prendre et celles qui ont déjà été prises, ça va nous amener vers différents degrés d'augmentation des températures terrestres. Donc, ce que vous voyez plus à droite, par exemple, les projections, les politiques et les actions qui sont en cours, qui ont été formulées par les nations, nous amènent déjà vers un réchauffement planétaire d'environ 3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, ce qui est bien au-delà des limites acceptables qui nous permettraient d'être dans un monde où les qualités de vie ne sont pas trop dégradées, déjà qu'elles se dégradent déjà. Donc, on voit que non seulement la fenêtre d'opportunité se rétrécit, mais les actions, les choix que l'on va faire, que l'on fait dès maintenant, que l'on va continuer à faire vont être essentiels et très importants. On peut aller à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, ce que je cherche à indiquer ici avec ces données-là, puis l'idée pour moi n'est pas de vous bombarder trop de données, mais je pense pour renforcer le message de l'importance de la question de la crise climatique et de s'y attarder. C'est issu d'un des rapports du GIEC très récent sur les questions d'adaptation. J'ai encadré en rouge les aspects qui sont peut-être plus importants pour nous dans le cadre de ce sommet-là, sur les impacts sur la santé et sur le bien-être, mais particulièrement en Amérique du Nord. Et là, ce que l'on voit pour nous en Amérique du Nord, tous les impacts ne cessent d'augmenter de manière négative. Et donc, et puis non seulement sur les aspects de la santé et du bien-être, mais aussi sur tout autre système. Donc, ce que l'on constate, c'est que tous les secteurs de nos activités sont impactés et certainement dans la matière de santé et de bien-être. Donc, c'est certainement d'à propos qu'on en parle de plus en plus de la question de santé durable. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, le défi qui est devant nous, évidemment, c'est, oui, l'adaptation, mais aussi, bien entendu, de réduire nos émissions. J'étais très heureux d'en pouvoir entendre la conférencière avant moi parler de ce que Masse Critique peut faire au niveau de cette industrie-là qui a un impact qui est insoupçonné parfois pour le commun des mortels. Et donc, notre défi, c'est dans différents secteurs, que ce soit le transport, certainement, au niveau énergétique, au Canada, du moins, c'est de réduire de 730 mégatonnes à 443 mégatonnes d'ici 2030, ce qui est demain, essentiellement, nos émissions de gaz à effet de serre de ces différents secteurs, ainsi que de parvenir à la carboneutralité. Et je le rappelle, pour la carboneutralité, ce n'est que dans 27 ans. Donc, on a beaucoup de chemin à faire. Prochaine diapositive. Et donc, ça, c'est un peu la même chose, mais au niveau du Québec. Donc, ce que l'on voit, les deux barres plus à gauche en bleu poudre, ce sont les émissions d'années de référence 1990 et de 2019. Et ce qu'on apprenait justement tout récemment avec les dernières données, c'est qu'en l'espace de toutes ces années-là, on a réduit d'à peine 3% nos émissions de gaz à effet de serre, alors que les objectifs du Québec sont de réduire de 37,5% d'ici 2030. Donc, on a beaucoup de chemin à faire. Tout n'est pas identifié non plus. Donc,
une fois de plus, ça va prendre des partenariats, peut-être encore une fois improbables, pour réussir à atteindre ces objectifs. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, c'est une des dernières diapositives avec toutes sortes de données, je vous le promets. Ce qu'on voit ici à gauche, ce sont les émissions de GS du Québec. Et à droite, ce qui est sous embargo, en fait, j'ai marqué 10 février, mais c'est plutôt le 13 février. Ça provient de l'État de l'énergie du Québec qui sera dévoilé, la version 2023, le 13 février prochain. Ce sont l'évolution de la variation annuelle de la consommation énergétique, mais pour certains secteurs. Donc, ce qu'on voit, encore une fois, à gauche, ce sont la répartition des GS au Québec. On sait que le transport, c'est un gros secteur, mais aussi il y a tout ce qui est bâtiment résidentiel et commercial et institutionnel, mais aussi dans les plus petites mesures, tout ce qui est gestion des déchets, tout ce qui est habitation. Donc, évidemment, ce que je cherche à dire ici, c'est que le secteur de la santé a un rôle à jouer aussi là-dedans. Et on le voit très bien par le graphique qui est illustré à droite, c'est que la variation annuelle de la consommation énergétique, on voit l'évolution au cours des dernières années. Et au niveau du total des buildings commerciaux institutionnels, qui est la ligne bleue foncée en bas, ça a été un peu sur un plateau avec une certaine diminution par la pandémie, durant la pandémie, qui est illustrée par la bande grise. Mais on voit qu'au niveau de la santé et de l'assistance sociale, ça n'a cessé d'augmenter au fil des années, et certainement plus la demande en énergie lors de la pandémie, ce qui ne serait peut-être pas une surprise. Mais ce que ça démontre, c'est qu'il y a peut-être des économies à faire en étant plus sobre de manière énergétique au niveau de la santé et de l'assistance sociale, et d'utiliser les économies qui viennent de cette sobriété énergétique dans d'autres secteurs qui nécessitent du soutien. Prochaine diapositive. Donc, c'est vraiment une diapo de transition. Donc, je vais embarquer dans le vif du sujet. Quel est le rôle de la philanthropie dans tout ça? On peut passer à la prochaine diapositive. Merci. Donc, au Québec et au Canada, je vais m'assurer que la prochaine diapositive arrive à l'écran. Je ne sais pas si ça a changé l'autre diapositive. Voilà, merci, c'est gentil. Donc, au niveau canadien, il y a environ 11 000 fondations philanthropiques partout à travers le pays, qui représentent des dons d'environ 7 milliards de dollars. Ça, c'était en 2018, et les chiffres que je vous présente sont en 2018. Donc, c'est quand même pas négligeable. Il y a beaucoup d'organisations qui sont impliquées dans le secteur philanthropique. Et donc, ces 11 000 fondations ont un rôle à jouer. Ce que vous voyez sur le tableau plus à droite, ce sont les dons par domaine d'activité. Et on remarque, bien entendu, que la santé se retrouve parmi les grandes priorités des différentes organisations philanthropiques, avec la majeure partie des dons qui s'en va dans ce secteur-là. De manière traditionnelle, plus au niveau de la recherche, des fonctionnements des bâtiments, les chaires de recherche, évidemment les levées de fonds que les secteurs de la santé organisent. Et dans une bien moindre mesure, on voit que le secteur de l'environnement n'était à 4% seulement en fait, avec les chiffres canadiens de 2018. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour rehausser la question de l'environnement et ce qui touche au climat en matière de dons philanthropiques, et certainement à faire le lien entre le chevauchement de santé et climat dont on entend de plus en plus parler, mais qui, je vous dirais, plutôt absente au niveau du secteur philanthropique. Donc, beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ce qui était encourageant, par contre, c'est qu'il y a un certain engagement depuis les dernières années, en fait tout récemment, de la philanthropie canadienne, justement pour agir sur la question du dérèglement climatique. Plus d'une 50aine de fondations se sont engagées, ont été signataires de cet engagement-là pour faire la promotion de l'éducation sur le climat,
d'affecter leurs ressources différemment, là, justement, le 4 qui est en environnement que l'on voyait, essayer d'augmenter ça de manière significative, d'intégrer dans leur programme de subvention, évidemment, la question climatique, de justice climatique, de transition énergétique et écologique, et aussi de repenser à comment les fonds de dotation des fondations philanthropiques sont investis pour s'assurer que les investissements, que les bottines suivent les bobines essentiellement, que les fonds qui sont investis puissent ne pas nuire au climat au bout du compte. Prochaine diapositive. Donc, j'en viens à la Fondation familiale Trottier. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle, on me dit, mais qui est ce gars-là qui vient nous parler de la Fondation Trottier? Donc, la Fondation Trottier, c'est une fondation familiale privée qui a été fondée par Lorne Trottier en l'an 2000. Donc, ça fait 23 ans que l'on existe. Au tout départ, dans les premières années de l'organisation, les subventions reflétaient les intérêts de longue durée de Lorne et de la famille, c'est-à-dire beaucoup au niveau de la science, de la santé. Donc, on a financé beaucoup les universités, les centres hospitaliers notamment, que vous voyez à l'écran. Et depuis 2016, avec l'arrivée de notre directeur général, Éric Saint-Pierre, on a mieux orienté ou on a restructuré, c'est-à-dire nos secteurs d'activité en 4 secteurs d'activité principaux que vous voyez sur les icônes. La grandeur des icônes est totalement aléatoire dans le design de la présentation. C'est pas nécessairement représentatif de l'importance qu'ils ont parmi les secteurs d'activité que l'on a. Donc, on parle ici d'environnement, on parle de sciences, on parle d'éducation et on parle de santé. Et depuis 2016 également, ce que l'on a décidé de faire, c'est d'adopter une approche proactive. On peut aller à la prochaine diapositive. Donc, cette approche proactive-là, notamment dans le dossier climat, c'est de dire comment est-ce qu'on peut mieux orienter les sous de la Fondation familiale Trottier pour lutter, faire notre part quant à la crise climatique. Donc, il y a 3 ans, en 2020, la Fondation s'est engagée à financer à hauteur de 50 millions sur 10 ans, 6 secteurs clés qui sont liés avec le climat. Donc, au niveau des villes, au niveau du transport, de l'énergie, de l'industrie, des opportunités stratégiques et des investissements durables, tels que je vous mentionnais tout à l'heure sur la question des fonds de dotation. Et la manière dont on fonctionne, c'est vraiment, on essaie de voir qu'est-ce qui se fait, c'est-à-dire comment on fonctionne au niveau comment on est proactif dans ces dossiers-là. Évidemment, on essaie de faire la recherche à savoir qu'est-ce qui se fait déjà, où sont les besoins, de définir comment on va pouvoir orienter nos programmes proactifs et ensuite, évidemment, faire la mise en œuvre et la mise en échelle. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, je vais vous donner quelques exemples de justement comment nos activités proactives peuvent fonctionner, quels résultats concrets ça peut donner. Et le type de partenariat, justement, qui était peut-être un peu plutôt improbable au départ, mais se sont avérés plutôt efficaces. Et donc, ici, vous avez l'exemple du plan climat de la Ville de Montréal, dont l'objectif est de réduire de 55 les émissions de GES d'ici 2030, et évidemment, à devenir carboneutre en 2050. Et donc, pour ce faire, la Fondation familiale Trottier, la Ville de Montréal, l'organisation C40 et la Fondation David Suzuki se sont réunis pour dire, bon, au départ, on va dire, pour essayer de faire initier le projet d'une collaboration, un peu comme, en fait, M. Sénéchal le disait dans sa présentation. Donc, je reprends les mêmes idées. Donc, l'idée de collaborer, de voir quels sont nos intérêts communs. Donc, ensuite, on a établi certains objectifs basés sur les données probantes, faire une priorisation de qu'est-ce qui devrait être accompli et ce qui a amené à la création du plan climat de la Ville de Montréal et éventuellement au partenariat Climat Montréal qui aide à la mobilisation. Prochaine diapositive. Un autre exemple qui était plus proche de votre secteur d'activité, toutes et tous qui êtes présents aujourd'hui, c'est dans le cas de la pandémie, on en a parlé, on va continuer à en parler, c'est bien sûr. Le consortium COVID de Québec a été créé en mars 2020, initialement formé par les fondations Jerry Sulowski, Molson, une fondation Saputo et la fondation Trottier. Et au bout du compte, il y a eu d'autres fondations qui se sont joints à l'effort.
Et le tout a été coordonné par Fondation Philanthropique Canada dans le but de mettre l'épaule à la roue. Et ça a permis d'avancer des 12 millions de dollars pour aider les communautés les plus touchées, surtout lors de la 3e vague de la COVID. Je regarde mon temps qui défile aussi sur ma propre connerie. Je vais essayer de m'assurer qu'on a assez de temps pour le vif du sujet aussi qui s'en vient. Mais ce que ça a permis de faire comme réalisation aussi, c'est de revoir la façon que le financement philanthropique fonctionne. Donc, ça a été une belle opportunité d'apprentissage pour les fondations philanthropiques, d'être plus stratégique et surtout de venir en soutien aux communautés les plus vulnérables. Pas comme ça ne se faisait pas déjà, mais d'avoir une approche un peu plus structurée. Prochaine diapositive. Et je vais terminer avec les dernières, il m'en reste 3. Et donc, ça nous amène à l'aspect santé et climat que l'on est en train de développer à la Fondation familiale Trottier. Et donc, fort de cette approche proactive que l'on a entreprise au niveau climatique, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut faire la même chose à l'intersection santé-climat qui peut explorer par la philanthropie telle qu'on constate en ce moment. Et donc, ce qu'on aimerait développer au cours des prochaines années, c'est un accompagnement ou du moins développer des programmes collaboratifs qui permettent de faire dans des GES des établissements de santé. On le disait tout à l'heure dans la présentation précédente que c'est de toute l'importance de bien mesurer pour pouvoir agir. Ensuite, de contribuer à des plans de décarbonation. On explore aussi l'aide à l'électrification des ambulances électriques, plutôt au niveau des bornes de recharge potentielles à déployer sur le territoire des différentes institutions hospitalières. On aimerait aussi explorer la possibilité de voir comment est-ce qu'on peut appuyer différentes fondations hospitalières à décarboner leur portefeuille, notamment au niveau des fonds de dotation, et se pencher aussi sur la question de l'adaptation à la résilience. On va passer à la prochaine diapositive. Je suis conscient du temps qui s'écoule. Une chose qui n'est pas mentionnée, par contre, dans tout ça, c'est qu'on veut aussi développer un aspect santé communautaire, notamment avec différents autres partenariats qu'on est en train d'explorer. Encore une fois, des partenariats qu'on pensait un peu improbables, mais qui sont en train de peu à peu se dessiner, ce qui est fantastique. Et d'ailleurs, on espère avoir une position qui va s'ouvrir au sein de notre équipe pour une personne qui va justement prendre en charge l'aspect santé et communauté. Et donc, sur cette diapositive-là, qui est l'avant-dernière réellement, c'est vraiment de faire état un peu de ces partenariats qu'on est en train de développer, notamment avec Synergie Santé-Environnement pour la question du bilan de GS, le plan de décarbonation, puis aussi essayer d'avoir cette approche de santé durable. Au niveau de l'électrification, on collabore en ce moment avec Demers Ambulance, Lyon Électrique, on espère avoir des contacts avec Urgence Santé et les différents centres hospitaliers. Et tout ce qui est l'aspect décarbonation des fonds de dotation, adaptation et résilience, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer en démarchage. Prochaine diapo. Donc, pour terminer, l'appel à l'action, c'est vraiment, je vous invite peut-être à suivre le partenariat Climat Montréal. Pourquoi? Parce que les 9 et 10 mai prochains, le sommet Climat de Montréal qui va se tenir à Montréal, on aura un panel qui va être spécifique à la question santé et climat. Donc, on espère pouvoir approfondir la question, voir aussi si on peut développer d'autres collaborations. Donc, c'est une invitation. Et la dernière diapositive, c'est vraiment mes coordonnées si jamais vous voulez en savoir plus ou si vous avez des questions. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je sais que j'ai probablement dépassé un petit peu, donc j'apprécie d'autant plus. Merci. Merci. J'invite les gens dans la salle à prendre les micros et aux gens à la maison à nous écrire vos questions parce que il y a été question justement de choses vraiment novatrices. Là, moi, j'ai été renversée de savoir qu'il y avait des projets cliniques. C'est vrai que quand on consomme la culture comme spectateur, on ne le voit pas de l'interne et puis on ne suspecte pas qu'il y a toutes ces initiatives formidables, à part ma clinique de massothérapie où je vois l'affiche que ça dit que les grands ballets canadiens viennent se faire masser là. Mais sinon, on ne sait pas que vous faites des choses, enfin, que vous faisiez des choses comme ça avec votre ancien chapeau. Est-ce qu'il y en a qui ont des... Oui, je voulais juste vous dire que je trouvais ça formidable. On vous écoute. Oui, bonjour. Sarah Chaput, directrice du Réseau francophone international pour la promotion de la santé, le REFIPS.
D'abord, je voulais vous remercier pour vos présentations. C'était vraiment rafraîchissant de terminer comme ça notre dernier après-midi. C'est stimulant. Je trouve que ça nous sort de notre zone habituelle. Je voulais rebondir avant de poser ma question sur ce qu'a dit Christian sur le fait de tirer sa couverte. Là, je pense que je nous invite tous et toutes à laisser nos égos de côté puis à vraiment se centrer sur l'objectif de société, le projet de société qu'on veut créer. Parce que c'est vraiment avec nos différences qu'on peut utiliser ça comme levier pour pouvoir aller plus loin puis avancer. Fait que je voulais inciter là-dessus parce que j'ai aimé que tu nommes ça. On travaille ensemble dans le comité Agriculture. Et ma question est pour Valérie. En fait, j'ai beaucoup aimé la vidéo. Il semble y avoir un mouvement dans le domaine du marketing dont je n'étais pas au courant. Et je me demandais, parce que j'ai vu des grosses boîtes comme Cossette, par exemple, des gens s'exprimer justement en faveur de votre mouvement. Puis je me demandais, est-ce qu'il y avait des exemples concrets ou des actions concrètes qui sont prises à l'interne? Parce que j'imagine qu'ils ont quand même des clients aussi, des fois, qui proviennent de l'industrie agroalimentaire ou autre industrie dont on a parlé aujourd'hui. Je me demandais s'il y avait, si c'est encore au stade de mouvement, on prend conscience, ou s'il y a vraiment des actions très concrètes qui sont mises en place dans les organismes. Merci. Bien, merci pour la question. En fait, bon, déjà, on va situer les choses. On vient de se lancer. En fait, on a été lancé en septembre, au mois de septembre, à C2 Montréal. Donc, on est vraiment tout nouveau, tout neuf. En fait, je répondrai à votre question. Par exemple, concrètement, on est en train de travailler avec Cossette pour bêta-tester notre calculateur de GES. Je ne peux pas vous révéler avec quels clients, mais avec des clients majeurs de leur agence. On travaille aussi avec d'autres agences. Donc, avec différentes entreprises, on va déjà bêta-tester, tester notre calculateur de GES, leur montrer vraiment où sont les points chauds sur les différentes campagnes marketing qu'ils font. Et donc, après, pouvoir s'ajuster. Et l'idée, c'est qu'on pourrait utiliser ce calculateur-là quand on fait de la planification, de pouvoir commencer à se dire, ah, OK, si je prends telle décision, ça a plus d'impact versus telle autre. Donc, de pouvoir ajuster même déjà au début. Donc, concrètement, oui. Aussi, je vous dirais qu'on a déjà sur notre plateforme beaucoup d'agences, beaucoup d'entreprises. Celles-là, je peux les nommer. Bon, les agences, vous en avez déjà nommé, Cossette, Dentsu, etc. LG2, tout à fait, LG2. Dans les entreprises, on a déjà Aldo, on a CA, il y a déjà beaucoup BRP, donc différentes entreprises qui participent, où ils ont vraiment inscrit leurs employés à faire partie de notre plateforme pour qu'ils puissent s'éduquer. Mais beaucoup plus à venir dans nos prochains mois. Merci. On va suivre la masse critique, effectivement, mais ça peut être une belle valeur ajoutée dans les services clients d'offrir aussi cette préoccupation-là qui préoccupe aussi le grand public et les médias. Donc, peut-être qu'il y a un phénomène d'entraînement. Oui. Bonjour. Oui. Je vais commencer, c'est ça, à donner un complément d'information sur la présentation de M. Toussaint. C'est que, suite à l'exemple de Partenariat Climat Montréal, la Fondation Québec Philanthrope essaie de faire un modèle semblable ici à Québec. C'est ça, d'impliquer l'ensemble des acteurs sur la transition climatique. Alors, ça, c'est en cours. J'espère avoir des nouvelles au mois d'avril. Mes questions, c'est plutôt... On vous souhaite de bonnes nouvelles. Oui, c'est une bonne nouvelle. Madame Védrine, j'aimerais que vous réagissiez à 4 initiatives qui ont été prises par rapport au marketing, notamment, c'est ça, des véhicules. Il y a, je pense, c'est Équiterre qui a demandé, c'est ça, qu'on instaure un système de réglementation de la publicité sur les véhicules. Alors ça, c'est une action qui est un petit peu générale, un peu. On ne sait pas comment la réglementation sera élaborée. Mais donc, en France, c'est ça. Donc, toutes les annonces de véhicules doivent être accompagnées d'un de 3 messages, soit de dire, pour des courtes distances, déplacez-vous à pied ou en vélo. Pour des distances moyennes, utilisez le transport en commun. Pour des distances plus longues, utilisez le covoiturage. Et légalement, ils doivent ajouter cette mention-là à toutes les publicités de véhicules en France. C'est quand même intéressant. Il y a une autre idée, c'est ça qui a été mentionné, c'est interdire la publicité pour les véhicules moteurs thermiques. C'est ça, en disant, on a une urgence climatique, on ne peut pas encourager les gens à
contribuer à l'urgence climatique. Donc, ça limiterait, c'est sûr, la publicité éventuellement aux véhicules électriques. Ça préparerait la transition 2035. En tout cas, donc... oui, merci de votre question. Merci, c'est une très belle question. En fait, je l'ai mentionné rapidement, mais nous, on milite pour plus de réglementation. Parce que effectivement, on regarde beaucoup ce qui se passe en Europe, hein, très intéressant. Avec Équiterre, on a déjà discuté effectivement leur travail. Je vous dirais même pour ajouter que des discussions et même une étude potentiellement avec Équiterre est en train de se regarder pour taxer la publicité. Donc en Europe, je sais qu'ils regardent ça. On a même eu certaines discussions avec des représentants, des personnes qui travaillent là-dessus pour le gouvernement français. La clé, c'est que je pense que, d'abord, les agences vont devoir faire des choix. Nous, on veut amener, beaucoup d'agences sont en train de s'intéresser à l'idée de même publiciser leurs clients et de montrer les émissions de chacun de leurs clients dans leur portfolio. Moi, je pense aussi, si je peux me permettre, qu'un mouvement très fort serait le plus gros annonceur au Québec, c'est le gouvernement du Québec. Donc, moi, j'aimerais beaucoup travailler avec le gouvernement du Québec, avec Masse-Critique, pour que les appels d'offres changent. Si les appels d'offres changeaient déjà auprès du gouvernement du Québec, ça enverrait un message extraordinaire à l'industrie. Elle devrait s'adapter. Et donc, pour répondre à votre question, il y a beaucoup de... Je n'ai pas regardé toutes les études qui se font sur les pour et les contre des messages qui se font en Europe ou l'interdiction. Mais ce que je veux vous dire, c'est je suis tout à fait vraiment favorable à la réglementation. C'est ça qui va nous permettre d'avancer plus loin parce que sinon, souvent, ce qu'on me dit, c'est ben oui, mais moi, comme agence, je ne prendrai pas ce client-là, mais il y a une autre agence qui le prendra, etc., etc. Par contre, la réalité, c'est que l'industrie est prête à avoir ces conversations-là. Merci, Valérie. Jean-Patrick, c'est pas vous qui siégez sur le conseil d'administration d'Équiterre? Je me trompe ou c'est Christian qui... Non? Non, c'est pas moi. C'est pas vous, hein? OK, excusez-moi, je croyais avoir lu ça. Ça doit être quelqu'un d'autre dans les conférenciers. Voulez-vous ajouter quelque chose? Bien, certainement. Je vous passe la parole. Merci. Je veux juste rebondir sur le propos de Valérie par rapport à l'exemplarité de l'État ou du gouvernement. Je pense que c'est absolument important, que ce soit dans le secteur que Valérie représente, mais certainement dans ce que je parlais de ce qu'on cherche à faire en santé, climat, puis de réduire l'empreinte carbone. Je crois que ce serait important que le gouvernement même, le ministère de la Santé, puisse être un peu plus aussi proactif pour se doter de cibles peut-être un peu plus concrètes sur ces aspects-là. Merci. Merci beaucoup. Alain? Docteur Alain Poirier. Alain Poirier, Santé publique. J'ai une question un peu en lien avec ce qui vient d'être dit sur l'industrie elle-même, où il y avait en partie répondu que d'autres pourront faire des publicités que vous choisiriez de ne pas faire, mais j'aimerais vous entendre peut-être un peu plus là-dessus. Mais aussi le fait que, si j'ai bien compris, vous mesurez la surconsommation. Mais on a un problème tout court avec la consommation. Puis même le gouvernement du Québec, si on veut aller dans le même sens, subventionne beaucoup des consommations. Là, je m'excuse, mais que moi, je considère inutile. Exemple, on est très fiers de dire qu'on a une industrie du développement du jeu et des patentes. Je m'excuse pour ceux qui aiment beaucoup jouer avec des gugus électroniques. Mais à chaque fois que je vois les millions qu'on met là-dedans pour attirer des industries, je me dis, c'est-tu la meilleure industrie? Donc, bref, je reviens à qu'est-ce que vous faites auprès, ce qui doit être fait par rapport à l'industrie? Parce que si vous ne faites pas la publicité, vous l'avez dit, d'autres la feront, un. Puis deux, le problème, oui, il y a une surconsommation amenée par le marketing, mais il y a beaucoup de problèmes de consommation tout court. Puis ça, je ne sais pas comment vous pouvez jouer là-dessus. En fait, merci pour la question. En fait, on agit sur trois domaines. Le premier, c'est, je pense qu'on peut normaliser un mode de vie plus responsable. Si à chacune de nos publicités, on a un grand bungalow, 2 SUV garés devant la maison, la surconsommation, toutes nos 30 secondes, c'est ça qu'on montre. Mais ça normalise le mode de vie. C'est quoi une belle vie? C'est ce qui est représenté à la télé. Je pense qu'on a tous on a tous regardé des fois des publicités qu'on voyait dans les années 60 en se disant, c'était à ça que ressemblait un petit peu la vie. La publicité doit être un reflet de ce qu'est une belle vie, finalement. Donc, on a un rôle à jouer là-dessus pour travailler sur plus de sobriété.
Donc, ça, c'est vraiment sur le contenu. Sur le contenant, donc, avec ce qu'on fait, comme je vous ai montré, je ne reviendrai pas là-dessus. Le troisième aspect, c'est que le marketing est vraiment intégrablement lié à la stratégie des entreprises. Moi, quand j'étais exécutive VP marketing, bien évidemment, je contribue et la valeur des entreprises, c'est la valeur de leur marque, la plupart du temps. Donc, on a énormément de travail à faire pour être capable d'éduquer les gens de marque, d'éduquer tout le monde, mais évidemment les gens de marque parce qu'on représente la valeur tangible de l'entreprise pour être capable de faire évoluer dans les marques, les modèles d'affaires de manière plus responsable et plus vertueuse. Je pense que d'impliquer des jeunes aussi, hein? Tu sais, les nouvelles générations, eux aussi, ils vont pousser dans ce sens-là, puis faire changer les normes sociales. Puis... Mais ça, c'est un excellent point. On a aussi un problème, évidemment, comme beaucoup d'autres industries, avec la main-d'œuvre. Dans les agences, aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui rentrent et qui disent « Non, moi, je ne veux pas travailler sur McDo ». Ou certaines agences qui perdent beaucoup d'employés au profit d'autres agences. Donc, de toute façon, que ce soit la valeur d'une marque ou quand je suis une entreprise qui est extrêmement polluante ou nocive pour la santé, peut-être que je vais avoir du mal à recruter des jeunes de marketing qui vont faire la promotion. Donc, je pense qu'on n'a juste pas le choix, en fait. Absolument. Écoutez, le temps file. J'aimerais vraiment remercier Jean-Patrick Toussaint, Christian Sénéchal et Valérie Védrine d'avoir été avec nous pour, mon Dieu, pour nous donner des idées avec des ailes et pour que la mayonnaise prenne. Merci à tous les trois. Oui, on peut les applaudir. Merci.